nous sommes transportés dans une autre bergerie. Un pays fait non seulement de taxes et de mensonges, mais surtout d'amnésie. Un voyage sans fin dont les frontières sont celles de leur soumission. Un voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination, la 4e bergerie. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur le haut bureau de la bergerie, dans la série en particulier qui s'intitule Tout serve Men, épisode bonus. Donc c'est le dernier épisode qui va clôturer cette série qui a donc été de 10 numéros, et c'est celui-ci qui est en réalité un hors-série. Donc il a l'esprit des épisodes précédents, mais il est plus dans l'humour. On va plutôt être léger encore qu'on est toujours dans la même lignée, mais ça va être plus dans le ton de l'humour. On va récupérer des infos, on va observer surtout des histoires qui sont passées, d'échantillons de la population humaine qui ont été eux-mêmes, vu leurs actions, ils ont été digérés par notre société depuis longtemps, et ils ont été, donc, pour certains, éradiqués de la surface du globe de la manière la plus absurde, et pour d'autres, ils sont, pour la postérité, des exemples à ne pas suivre. Voilà, au niveau de tout ce qu'il ne faut pas être, c'est les pieds et talons. Et parfois on se pose la question comment ils ont pu être capables d'aller aussi loin dans la bêtise et dans la connerie. Mais bon, ça fait partie de... le problème, c'est que ces gens-là, il y a 30, 20 ans, etc., qui à l'époque, ils étaient un peu particuliers dans leur comportement, donc c'était un peu des ovnis. Aujourd'hui, ils seraient comme des poissons dans l'eau. Ils seraient dans leur élément, puisque nous avons un affaissement de l'intelligence, puisque plus les gens avancent dans le temps et plus ils sont digérés, mangés, formatés par notre grand nouvel ordre mondial, et qui nous impose un comportement et qui nous détruit intellectuellement. Donc je pense que ces gens-là, actuellement, s'ils vivaient à cette époque et s'ils avaient fait leurs actions à notre époque, je pense que ça aurait été des très bons exemples, des très bons ambassadeurs. Ils auraient pu être influenceurs, etc. Vous voyez, ce genre de choses. Et ils auraient été des exemples pour beaucoup de gens. Ils auraient été invités chez Cyril Hanouna, etc. Vous voyez, ce genre de cassos. C'est des cassos, mais c'est même plus que ça. Donc il y a 7 histoires. Elles sont toutes plus étranges les unes que les autres. Enfin, étranges, stupides, surprenantes, intrigantes. Des fois on se dit mais comment c'est possible d'être allé aussi loin et d'être aussi stupide? Et pourtant c'est possible. Il y en a qui ont de la suite dans les idées quand même. En particulier la première histoire que je vais entamer tout de suite. Mais avant de commencer, juste pour finir sur la série, je voulais en faire d'autres épisodes. Je voulais la continuer éventuellement. Je m'étais laissé l'option. J'avais hésité, mais je m'étais laissé l'option en me disant je vais regarder les vues des autres épisodes. Donc à l'heure actuelle où j'enregistre ce bonus, j'ai déjà diffusé 6 épisodes. Mais je vois que ça s'est effrité, ça n'a pas intéressé grand monde. Ça a commencé, bon, j'ai pas beaucoup d'abonnés non plus, j'en ai pas loin de 400 sur Odyssée. Ça a commencé avec 350 vues, le premier stagne, et les autres ils sont arrivés à 200, 150, 130, là je suis à 110 ou 120 sur le dernier. Donc je continuerai pas la suite. Voilà, pourtant j'avais des histoires sympas, hein, mais bon, je vois que ça intéresse pas, donc au bout d'un moment, si c'est pour être doux à regarder, je vois pas l'intérêt. Et puis je pense que c'est un format qui plaît pas. Donc c'est un essai, voilà, ça marche pas, tant pis, hein, c'est pas grave. Au moins j'ai essayé de proposer quelque chose, une façon de raconter l'actualité et notre monde d'une autre manière. Ah, ça plaît pas, tant pis, hein, c'est pas grave. Donc on va enchaîner gentiment sur sur ces bonus, avec la première histoire qui, pour moi, voilà, le gars, c'est un génie. C'est un génie. Donc ça se passe en Afrique du Sud, non, pas en Afrique du Sud, au Zimbabwe. Nous avons, donc en Afrique, nous avons un chauffeur de bus assez particulier et original. Donc le pays est assez grand, vaste, il y a des grandes lignes de bus qui relient des points très éloignés les uns des autres, et vous avez forcément des chauffeurs de bus de tous les genres. Des chauffeurs de bus pour des lignes régulières, et puis aussi pour des hôpitaux, des établissements psychiatriques. En particulier, là, pour le coup, le chauffeur que nous avons, c'est un chauffeur qui emmène des malades mentaux d'un hôpital ou d'un endroit vers un nouvel hôpital. Et c'est ce qu'il était censé réaliser ce jour-là. Il avait une trentaine de malades mentaux qu'il devait emmener dans un hôpital psychiatrique. C'était leur arrivée. Et sauf que les distances sont longues. Et notre chauffeur, il est un peu taquin, un peu joueur, et puis un peu aussi flambeur. Donc sur le chemin, qui devait être assez long entre le point de départ et l'arrivée à l'hôpital psychiatrique, monsieur fait une escale pour se dégourdir les jambes, manger un morceau et boire un coup. Sauf il descend tout seul, il laisse à l'arrêt dans le bus ses différents patients, une trentaine de patients, je pense que c'est ça. Je raconte ça de tête parce que l'histoire je l'ai lue il y a très longtemps, mais j'ai les souvenirs à peu près de ça.
J'ai essayé de me remémorer le truc et c'est à peu près ça. Donc il les laisse dans le bus, il descend à la base pour rester donc pour faire une courte pause, pour boire un coup sûrement et voilà. Sauf qu'il s'éternise et il doit discuter avec des gens, et il doit jouer un peu à différents jeux parce que c'est, vous savez, les espèces de, pas des dames, mais pas des échecs, mais des jeux comme ça, vous savez, où ça vous prend du temps. Vous restez au début 5 minutes, puis 1 heure après, vous êtes encore là. Et c'est ce qui a dû arriver à notre cher chauffeur, sauf que lui, quand il a fini et il s'est rappelé qu'il avait un boulot à faire et des gens à ramener, quand il se représente devant son bus, ben, il est vide. Tous les malades mentaux se sont barrés. Donc je vous laisse imaginer l'histoire, le concept. Comment il va faire, c'est notre cher ami. Et là, il est là le souci. Là, il a une trentaine de personnes dans la nature et il va impossible de mettre la main dessus. Qu'est-ce qu'il fait, à votre avis? Donc c'est peut-être pas forcément un bus comme ça d'ailleurs, hein. Donc là, il est dans l'urgence. Et s'il rentre à l'hôpital psychiatrique avec le bus vide et avec 30 personnes dans la nature, il a non seulement perdu son job, mais en plus il va risquer des poursuites judiciaires par rapport au fait d'avoir égaré des malades mentaux dans la nature. Donc ils risquent leur vie, etc. Alors il a de la suite dans les idées, comme toujours en Afrique il se débrouille, donc il prend son bus quand même et il continue la route. Et sur la route, forcément, sur le chemin, il croise à un moment ou à un autre, où il doit le savoir d'ailleurs, d'autres arrêts de bus, d'autres lignes régulières qui transportent des civils, tout simplement. Et là, ni une ni deux, premier arrêt qu'il voit avec du monde, il y a peut-être 10, 15, 20 personnes, on ne sait pas trop, ben, il s'arrête. Donc les gens qui attendaient le bus, ben, ils ne le connaissent pas trop, ils se disent bon c'est un bus. Alors les bus en Afrique c'est pas comme en France, vous avez pas les lignes particulières à chaque fois marquées, puis parfois vous avez des bus et puis c'est le chauffeur qui vous dit la destination. C'est vrai, c'est pas un peu, c'est plus freestyle si vous voulez. Donc les gens voient un bus qui s'arrête, le chauffeur ouvre le bus, et les gens ils leur donnent la destination, je pense qu'ils donnent une destination classique pour ramener un maximum de monde, et les gens montent, et puis ils leur disent bah, c'est gratuit, en plus vous pouvez venir aujourd'hui, c'est gratuit. Donc les gens ils montent en masse, tous ceux qui étaient là ils montent. Et il roule, le mec, il roule, mais évidemment il n'allait pas s'arrêter à toutes les stations, il a continué jusqu'à arriver à l'hôpital psychiatrique avec ses chauffeurs, avec tous les gens. Mais il ne savait pas qu'ils allaient dans un hôpital psychiatrique, les nouveaux patients. À leur insu. Quand il est arrivé, il a garé son bus, il s'est présenté directement à l'accueil, je ne sais pas comment on appelle ça, et il a expliqué au gardien que voilà, il a ramené les personnes qu'il devait ramener, puis il a juste dit comment on appelle ça là, il a dit ça aux patients, aux gardiens ou je ne sais pas quoi. Il leur a dit juste, bon, je vous le dis tout de suite, ils sont un peu énervés les gens. Ils sont plutôt agités et donc ceux-là en plus en particulier ils sont en plein délire parce qu'ils sont persuadés qu'ils ne sont pas malades. Donc c'est ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire ouais non on n'est pas malade, libérez-nous, mais c'est normal, ils sont tous fous. Donc ne vous inquiétez pas s'ils vous disent ça. Et sur ce, les gens descendent, on les emmène de force dans leur chambre parce qu'en Afrique ils rigolent pas, hein, donc ils doivent les attraper et les emmener de force. Les gens doivent se rebeller, mais bon ils les ramènent quand même de force et ils les enferment dans leur chambre et le chauffeur s'en va. Et les gens ont gueulé comme ça pendant un certain temps. Et au bout de 3 jours, ils ont finalement compris que c'était vraiment des gens normaux, que c'était pas du tout des malades mentaux. Et ils ont réussi à comprendre que le chauffeur les avait perdus, les vrais malades mentaux, et qu'ils étaient dans la nature. La suite, je ne la connais pas. Je ne sais pas si le gars, il a été arrêté et puis puni, etc. Je ne sais pas. En tout cas, l'histoire m'a fait rire. Elle m'a fait toujours sourire. Ça mériterait qu'on fasse un film là-dessus. Je trouve que l'histoire est géniale. Un jour, il y aura bien quelqu'un qui va en faire un film là-dessus. Puis je vois très bien les gens capables de faire ça, ceux qui ont de l'oseille et puis qui font partie de la communauté. Eux, et là par contre, ils pourraient le faire. Je donne des idées, je m'en fous. C'est au point où j'en suis. Hein. Bref, donc c'est une histoire qui était drôle et moi je trouve ça génial. Ça se passe en Afrique. Là, on va bouger un petit peu. On va quitter l'Afrique, on va aller du côté des États-Unis, parce que j'aime bien les États-Unis. Aux États-Unis, en Californie en particulier, il y a des choses sympathiques qui se passent, très très drôles. Donc ça se passe aux alentours des années 2000. Fin 99 exactement, en Californie. On est chez des chrétiens catholiques, chez moi j'ai des chrétiens, je pense que c'est c'est une espèce de secte. Hein. Et eux, ils sont vraiment à fond sur Jésus, à fond. Alors je connais pas le nombre de personnes, j'ai pas l'intitulé de leur secte, leur mouvance, etc. Mais je sais que c'est une secte chrétienne. Et si je vous dis ça, c'est qu'il y a une raison. Hein. C'est pas pour le fun de le dire comme ça. Donc ils sont à fond dedans et ils veulent imiter Jésus. Cette secte a cette particularité de vouloir copier les faits et gestes de Jésus à la lettre. Et ils sont persuadés qu'ils peuvent reproduire ce que Jésus a fait de son vivant actuellement. Avec la foi et en étant voilà, des vrais adeptes, etc. Donc ils ont un leader. Ils ont un leader qui leur a mis dans la tête à cette secte qu'ils sont capables, parce qu'ils ont la capacité et la foi,
à suivre les recommandations de Jésus, de pouvoir faire comme lui, et en particulier de pouvoir marcher sur l'eau. Ils sont sûrs. Ils se disaient que la foi, la volonté, et par la grâce de Jésus, on va pouvoir faire comme lui et marcher sur l'eau. Ils ne veulent pas encore ressusciter les morts. Ils se sont dit, on va commencer tranquille, on veut marcher sur l'eau. Et forcément, le meilleur exemple pour que la secte fonctionne, c'est que le leader, le gourou, donne l'exemple. Donc il s'est dit, si moi j'arrive à marcher sur l'eau et être le premier à le faire, alors là, ma secte, freestyles, ça va être génial, ça va être des mojitos et des putes à Tijuana. Je rigole, mais je me fous de la gueule des chrétiens, des sectaires chrétiens, ils me font toujours fait rigoler. Il n'y a rien de plus débile que ces gens-là. Et les Brésiliens, c'est pareil, hein, et tous les Sud-Américains qui sont à fond dans les sectes, c'est des petits groupies, hein, il y en a plein, et ils sont dans des sectes, donc ils sont déjà malheureusement égarés. Ils sont plus risibles qu'autre chose. Mais là, dans le délire, ils sont partis loin. Donc là, leur leader, leur gourou, il se dit, bah, il faut que je m'entraîne. Donc parce que il a essayé, je pense, l'info elle n'est pas donnée, mais il a dû essayer de se dire Jésus, donne-moi les pouvoirs de faire des, comme toi, de surfer, enfin marcher sur l'eau. Et bon, ça n'est pas venu, donc il s'est dit bon, il me reste que la méthode classique, c'est-à-dire m'entraîner. Avec la foi, la volonté, ça va venir. Donc il s'entraînait tous les jours dans sa baignoire. Il remplissait sa baignoire, il la remplissait d'eau, comme sur la photo, il la remplissait. Et puis il essayait, il posait son pied, et puis il essayait et puis bon, après il s'enfonçait dans l'eau, quoi. Et puis il échouait, il essayait. Et vous savez, quand la persistance, quand on insiste, la persévérance plutôt, ça paye au bout d'un moment. Ça allait bien payer. Parce qu'il a essayé, tellement il a essayé, à un moment, il s'entraînait matin, midi, soir, dès qu'il pouvait s'entraîner, il faisait que ça. Et à un moment, il s'est tellement bien entraîné qu'il a essayé une énième fois de marcher sur l'eau dans sa baignoire, sauf que là, à un moment, il a glissé. Il y avait sa savonnette, il a glissé, il a fait un vol plané, et il s'est éclaté la tête contre le rebord de la baignoire. Et il est mort. Parce qu'il s'est endormi, enfin il a perdu conscience, il est tombé dans l'eau, il s'est noyé dans sa baignoire. Donc non seulement il n'a pas marché sur l'eau, mais en plus il n'a même pas pu ressusciter. Il aurait aimé le faire, mais il n'a pas pu. Donc paix à son âme, à ce monsieur. Mais vous voyez le ridicule de ce genre de situation, on est quand même loin dans la connerie. Et se mourir noyé en pensant qu'on pouvait imiter Jésus, je crois que c'est la totale. Bon, je vous dis, il n'a pas eu le temps, sinon s'il aurait pu marcher sur l'eau, ce qui aurait été un miracle, hein, et les miracles, ils ne sont pas donnés à tout le monde, n'est-ce pas? Il aurait essayé de ressusciter les morts. Qu'est-ce qu'il aurait fait? On ne le saura jamais. C'est quand même assez balèze. Donc on continue, on ne perd pas de temps, on ne perd pas le nord. La suite, ça se passe toujours aux États-Unis. Là, on va parler un peu d'oseille. Donc c'est l'histoire d'un braquage. Ça se passe en Louisiane. C'est des bons, eux, ils auraient vu, je pense que eux, c'est les amuse-gueules des Canamites. Quand ils viennent nous consommer, ce genre de mecs, ils les consomment même pareil que le gars d'avant. Hein. Ils les consomment, c'est des chips. Voilà, c'est des amuse-gueules. C'est juste histoire de s'échauffer. Donc ce gars-là, il rentre aux États-Unis, en Louisiane exactement. Il va sur le comptoir, enfin, il a l'intention de faire un braquage. Mais il vient avec un billet de $20. Il se pose devant le comptoir, devant le caissier, ou je sais pas comment on appelle ça. Il pose le billet de $20 et il demande la monnaie au gars. Il lui dit s'il vous plaît la monnaie de $20. L'employé forcément il lui fait la monnaie. Bon alors ça se passe, j'ai pas l'année. Hein. L'employé, donc c'était il y a longtemps, je pense que maintenant ça se fait plus du tout. L'employé il ouvre son tiroir caisse pour faire de la monnaie et c'était le but du braqueur de demander de la monnaie pour qu'on ouvre le tiroir caisse. À ce moment-là que le tiroir caisse est grand ouvert, le gars il voit l'argent, il suppose qu'il y a de l'argent dans le tiroir caisse forcément. Là il sort son gun et il dit au gars les mains en l'air. Et tu vas me donner tout ce que tu as dans ta caisse. C'est un braquage. Le gars, il flippe, forcément, et les mains en l'air. Enfin, les mains en l'air jusqu'au moment où il faut prendre l'argent. Donc, il lui dit, tu me mets tes mains dans la caisse, tu me sors tout l'oseille, tu me le donnes. Et ça ira bien pour ta gueule. Donc, le gars, il vide la caisse, il lui donne. Le gars, il est tellement content, hop, il a eu l'argent, il prend tout l'argent qu'on lui donne, et il se barre. Et il laisse son billet de $20. Et il se dit, c'est bon, je me casse, j'ai pris de l'argent, je me casse. Sauf que... Sauf que dans la caisse, il y avait $15. Le gars, il a braqué une banque. Il a posé son billet de $20 pour attirer, pour qu'on ouvre la caisse. Il a pris tout ce qu'il y avait dans la caisse. Il n'a pas regardé. Il a tout pris, des pièces, peut-être des billets, je sais pas, des billets aussi. Et il est parti. Et en fait, il a laissé son billet de $20 en pensant que voilà, c'était la gnognotte, $20 s'il avait toute une caisse. Sauf qu'il y avait que $15. Le caissier, quand il y avait que $15, il s'est retrouvé avec $20 que le gars lui a donné. Donc c'est un braquage, il est parti et le mec il a payé $5 à la banque. Il est parti avec moins d'argent. Un braquage où c'est lui qui donne de l'argent à la banque, jamais vu. Un Américain encore, ça c'est ça, hein, c'est... Il
United States of je sais pas quoi dire, mais c'est assez balèze. Là, on part complètement aux antipodes, en Australie. Voilà, on fait un grand voyage, on traverse les océans et on arrive en Australie. Alors, c'était au début des années, je pense dans les années 80, ouais. Donc là, vous avez là, eux, ils sont bons. Dans le vice, ils sont bons. Et ils ont joué sur la cupidité des gens et le côté honteux des gens dans leur vice. Et ça marche toujours. Ils ont fait un petit calcul avant de mettre en place leur business. Et après, ils ont violé aucune règle. Et vous allez voir que l'histoire, elle est géniale. Donc ça se passe aux États-Unis, au Canada, décidément, en Australie, donc l'hémisphère sud. Donc ils ont créé une société. Il y a des gens qui se sont dit on va créer une société dans l'importation de cassettes vidéo en tout genre. Ils ont créé cette société pour importer des cassettes. Donc ils les importaient des États-Unis, de partout, d'Asie, etc. Et ils les revendaient par correspondance. Vous savez, dans les magazines, ils faisaient des annonces. Donc c'était les années 80, ça marchait bien. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le Minitel. Enfin, le Minitel, c'est surtout franco-français, il me semble. Je crois pas qu'on ait eu un concept comme ça ailleurs. En tout cas, voilà, ils vendaient par correspondance des cassettes de tous les genres. Et ensuite, ils se sont dit, ils ont commencé à tourner, ça marchait normalement, quoi. Hein, mais c'était l'époque, donc c'était le business, ils devaient bien gagner leur vie normalement, mais voilà. Puis ils sont passés à l'étape supérieure, à l'étape suivante de leur plan, parce que c'était en plusieurs étapes forcément. Ils ont commencé à passer des annonces dans des journaux spécialisés, et ils ne pouvaient pas annoncer clairement ce qu'ils allaient proposer. Donc ils mettaient des petits langages codés pour dire on vous propose une société machin, on vous propose, enfin ils mettaient même pas le nom de la société, parce que c'est après que ça va se jouer. Ils mettaient annonce de on vend cassettes vidéo machin avec des films exotiques. Sous-entendu, ils mettaient bonne qualité, rare, etc. Puis il y a des prix super intéressants. Donc les mecs, ils avaient compris que exotique ça voulait dire en dessous de la ceinture, quoi. Donc ils se sont dit waouh génial, en plus c'est discret, allez on commande. Ils balançaient donc il fallait envoyer je sais pas, des chèques, trucs comme ça. Donc il fallait donc le montant, tu vous remplissez le petit truc, je vous découpiez l'article, je sais pas, il devait y avoir un bon de commande dans l'article, vous cochez ce que vous vouliez, enfin remplissez, il devait y avoir un choix de cassette, quel genre, vous cochiez, etc. Vous mettez le montant, le chèque, et vous envoyez ça. Et au retour, vous receviez ça tranquillement chez vous. Donc quelques jours chez eux, le chèque il était encaissé quelques jours après que le chèque était parti, donc les gars ils voyaient que leur chèque avait été débité. Donc jusqu'ici tout va bien. Et donc ils recevaient ensuite un courrier, donc les gens qui avaient vendu les cassettes, ils renvoyaient un courrier à l'acheteur, ils lui mettaient donc de la société qui leur disait que... Et là ils sont malins. Ils leur envoyaient juste ce courrier, en échange de leur chèque, ils leur envoyaient juste ce courrier en leur disant la vente de vidéos pornographiques est interdite en Australie. Parce que c'était ça l'histoire, ils vendaient que des cassettes pornographiques. C'est interdit en Australie, et leur commande, donc, elle était annulée. C'est ce qu'ils leur disaient. Et ils joignaient le chèque de remboursement de ce que l'avait envoyé le pseudo-client. Donc la société leur envoyait tout ça, donc le même chèque, le même montant. Hein. Donc ils avaient encaissé le chèque, hein. Mais après ils renvoyaient ce courrier-là en leur disant on n'a pas le droit, en fait, en Australie, c'est interdit de vendre des cassettes porno, et on vous rembourse, tenez votre chèque, de machin. Vous vous dites jusqu'ici, ok, les mecs ils vont encaisser leur chèque, ils vont récupérer, bon, ok. Pourquoi ils font ça? Mais c'est là où elle est la feinte. Moi j'appelle ça des génies. Ils ont joué sur la connerie des gens et je trouve ça, même si c'est des vicelards et des voleurs, faux voleurs entre guillemets, parce qu'ils ont forcé personne. Donc ils ont dit, sauf que le chèque, donc il y avait un chèque donc, qui était là. Et on se rend compte que finalement, sur les 100% de gens qui ont envoyé des chèques, qui ont été encaissés, et ensuite à qui on a renvoyé les remboursements, sur les 100%, il n'y en a que 20% qui ont réellement encaissé les chèques de remboursement. Il y en a 80% qui ont dit non, c'est pas grave, on perd les 20, 30, 40 dollars, je ne sais pas combien d'Australiens que vous avez payé. Et pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le chèque de remboursement, quand il est arrivé, il était au nom de la société. Le nom de la société, c'était ça, qui émettait le remboursement, qui vendait les cassettes. Donc c'était sodomie, fétichisme et perversion corporation. C'était ça qu'il y avait sur le chèque. Donc le mec qui recevait ça, il disait putain, il me rembourse mon argent, ok, mais je ne veux pas aller à la banque avec ce chèque. T'avais le nom perversion, sodomie, fétichisme, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, je le déchire et puis j'ai perdu 20 dollars, 30 dollars. Et il y en a 80% qui n'ont pas réclamé à cause de ça. Donc les gars, ils ont réussi, parce qu'ils avaient honte, donc on disait regarder des cassettes de cul, des films porno et tout, c'était la honte, surtout dans les années 80. Vous arriviez, père de famille qui arrive, qui va payer ça à la banque. C'était pas comme maintenant, il n'y avait rien de numérique, tout fallait tout faire physiquement, tout le monde se connaissait. Et puis c'était honteux, avant, c'était vraiment un autre monde pour ceux qui connaissent, vous savez comment ça va se passer. Ça se passait. Donc là, la plupart, ils n'ont rien dit, 80%. Et donc les gars, ils ont réussi à se faire un paquet de pognon et ils sont restés dans les règles de l'art. Ils ont juste joué sur la perversion. Moi, je dis chapeau. Ils sont forts, ces Australiens, à l'époque. Donc
Voilà comment les vis, comment on peut utiliser, on peut récupérer le beurre, l'argent du beurre, et j'irai pas au-delà, de cette société déglinguée, parce qu'ils ont un vice, et ce vice-là, vous savez comment l'utiliser, comment... Et puis la honte, parce qu'ils ont quand même la honte. Donc ils ont réussi à manipuler tout ça pour se faire de l'oseille, et tout le monde n'a rien, personne n'a rien dit. S'ils ont vendu, ils ont récupéré, je dis n'importe quoi, pour 100 000 dollars de chiffre d'affaires, et ils en ont remboursé que 20 000, il n'y en a que 20 000 euros, que 20 000 dollars qui ont été remboursés, les mecs ils se sont fait 80 000 dollars, et ils ont volé personne. C'est les gens qui lui ont dit non, pas de problème, aucune poursuite, rien. Tout est resté légal. Moi je dis qu'ils sont forts. Là du coup je crois qu'on va partir du côté de... Alors je sais plus dans quel bled ça se passe cette histoire. Je sais pas, je crois que c'est aux États-Unis aussi. En tout cas c'est une histoire de camping-car. Donc vous savez que l'essence a toujours coûté cher, enfin plus ou moins cher. Ça dépend des pays. Aux États-Unis ça a toujours été bon marché, dans les pays du Golfe pareil. Au Maghreb aussi jusqu'à un certain temps, jusqu'à un certain point aussi. Mais surtout aux États-Unis et dans les pays du Golfe, c'est comme c'est des producteurs et ça n'a jamais été cher. Mais il y a toujours eu des creveurs et il y a toujours eu cette sale manie de siphonner les réservoirs, tout le temps. Et les gens ils se disent, bon, si je siphonne un réservoir de bagnole, bon, c'est 30, 40 litres, 50 litres, si on est bon. Mais si je siphonne un camion ou un camping-car, qui est plus facilement accessible, j'aurai plus d'essence, forcément, puisque c'est des plus gros réservoirs. Et il y a des petits malins qui s'amusaient à siphonner des réservoirs. Enfin, il y en avait régulièrement qui faisaient ça, des réservoirs de camping-car. Mais il y en a un qui a dû essayer pour la première fois de sa vie. Et il s'est dit, bon, j'en ai marre de siphonner des camions, des mobylettes ou des trucs comme ça, c'est naze. Donc ça se passait dans les années 80 aussi. J'ai aucune date, hein, j'ai juste l'info comme ça que j'ai trouvé il y a quelques temps, je l'ai mise de côté, mais j'ai pas le truc. Donc il s'est... Et il a siphonné le camion, et c'est à Seattle, voilà, je viens de voir que c'était ça à Seattle. Il a essayé de siphonner ce camion de l'essence, et puis il a été malade. Il a été obligé d'appeler la police pour le soigner. Il a appelé les pompiers, les secours, etc. Et il était en train de se tordre de douleur quand les pompiers sont arrivés, les secours. Et il le regarde, donc le camping-car était vide, évidemment. Et le gars, il est là, il est tord de douleur, il le regarde, et quand ils arrivent, les mecs, ils disent, mais qu'est-ce que... Il était allongé par terre, et à côté, il y avait une flaque liquide dégueulasse qui puait. Et les mecs ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ils regardent, ils inspectent autour de ce qui se passe, donc les secours s'occupent de lui, mais les flics ils regardent, ils voient l'odeur, ils voient le liquide, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ils se rendent compte que le gars, il s'est trompé dans le réservoir d'essence, il n'a pas ouvert la bonne trappe, parce qu'il y a plusieurs trappes dans un camping-car, et il a ouvert la trappe des eaux usées. Et il a siphonné, donc il a mis un tuyau il a ouvert il va y avoir une espèce de bouchon, il a mis son tuyau dans le réservoir, et il a aspiré, vous savez, avec la bouche. Ensuite, il vide dans sa jerrycan, sauf que quand il l'a aspiré, il a avalé. Normalement, si vous avez un peu d'essence, vous crachez, ça arrache la gueule l'essence. Hein. Il l'a craché, mais là, c'était pas de l'essence, c'était les chiottes, du liquide, de la pisse, de la merde. Et il a avalé ça. Il a avalé, ça n'en est pas rendu compte, mais il a avalé, et là, il a eu une intoxication. Et là, il y avait aussi les eaux usées, c'est-à-dire que la salle de bain, enfin, tout ce qui est déchets, des eaux grises, je crois, les eaux noires, on les appelle comme ça. Donc il a avalé ça. Il a voulu voler, il se retrouve dans la merde jusqu'au bout. Il en a mangé. On peut dire qu'il en a chié. Lui, c'est un champion du monde. Il a eu un retour de manivelle, ce qu'on appelle l'escroquerie. J'appelle pas ça le karma, mais c'est comme ça qu'on dit. C'est un retour de boomerang dans la face. Donc c'est le karma, comme dirait l'autre. Et ben voilà, il était dans la merde, il s'est mis dans la merde, il a fini au poste. Donc c'est assez drôle. Hein. Et le propriétaire, il a même pas voulu porter plainte. Le propriétaire du camping-car, parce qu'il était mort de rire. Tellement il était mort de rire, il s'est dit, ça suffit comme peine, j'ai pas besoin de plus. Il a rigolé, puis il s'est dit, allez, arrache ta gueule. Tu m'as rien volé finalement. T'as juste pollué la place, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on continue gentiment. Cette fois-ci, on quitte l'Australie. Là, on est à Seattle, on va en Égypte. On repart en Afrique du Nord. Moyen-Orient quasiment. On est donc en 1995, et là, c'est assez dramatique, et je me dis, la bêtise des gens, elle me fait peur. Alors je veux bien croire qu'il y a une histoire de précarité, de problèmes d'alimentation. Je veux bien croire qu'un sou est un sou et qu'un animal est un animal. Mais là, on va loin. On va très très loin, et je ne comprends pas comment jusqu'au bout ils sont allés et arrivés à ce résultat-là sans que personne ne réagisse. Alors l'histoire, elle est résumée, elle est très courte, hein, mais j'ai pas tous les détails, mais elle me fait flipper dans la bêtise des gens. Donc ça se passe en Égypte, au Caire. On apprend qu'il y a 6 personnes qui se sont noyées dans le sud de l'Égypte, alors qu'ils essayaient de sauver une poule. Donc ils avaient un petit poulailler, enfin des poules, qui était tombée dans un puits.
Donc ils ont un puits, vous savez, en Égypte, et d'ailleurs pas qu'en Égypte, mais partout où on fait des puits dans les régions arides, parfois on creuse très profond, 10, 15, 20, 30, des fois plus que ça. On creuse, donc ils ont creusé un gros puits qui est assez profond, et au fond du puits, bah, dans le puits, parfois il y a des courants. C'est parce que c'est dans des nappes phréatiques qui passent, et parfois il y a du courant régulièrement, je sais pas si c'est régulier ou c'est par à-coup, mais il y a des courants qui peuvent être dangereux si vous descendez tout au fond. En général, on n'y va pas, on envoie un seau, sauf si on a des travaux d'intervention de maintenance du puits, on descend, mais c'est des gens qui connaissent, ils maçonnent un petit peu, ils refont ce qu'il faut faire, mais on va pas au fond du puits tout seul physiquement comme ça. Sauf si vous avez une poule qui tombe dedans, et c'est ce qui s'est passé en Égypte. Il y a une poule qui est tombée dans le puits, et à mon avis, bon, c'est des gens qui étaient assez miséreux, je suppose. Donc il y a un petit gamin, un jeune de 18 ans, qui est le premier qui l'a vu, la poule. Il allait la chercher pour la récupérer. Donc elle est tombée, mais elle s'est pas noyée. Elle devait hurler, elle devait gueuler. Ils l'ont entendue dans le puits. Ils se sont dit, bon, elle est vivante, on va essayer de la récupérer avant qu'elle se noie. Donc le puits, il fait 18 mètres de profondeur celui-ci. Donc le petit jeune qui descend le premier qui va, il descend. Et au fond du puits, il a eu du mal à récupérer la poule, puis en plus il a dû rester un peu longtemps dans l'eau, et il s'est noyé parce que apparemment, il suppose qu'il y a des courants, donc c'est ce que je disais, il y a des courants d'eau qui l'ont attiré encore en plus en profondeur dans le puits, donc il est descendu, ça l'a entraîné, il devait être fatigué, etc. Il est mort noyé. Donc ça c'est le premier, la poule est toujours en bas, hein, et lui il est mort le jeune. Ça c'est le premier truc. Donc ensuite, et ça c'est la police qui relate l'histoire, hein, il y a sa sœur et ses deux frères, et il n'y en a aucun qui ne savait nager. Ils sont descendus aussi l'un après l'autre pour aller récupérer leur frangin. Et la poule, évidemment. Mais ils sont allés récupérer leur frangin, ils ne savaient pas qu'il était mort, mais ils savaient qu'il était au fond du puits, qu'il n'était pas remonté, et qu'il ne donnait plus de signe de vie. Donc ils sont descendus, sa sœur et ses deux frères, donc aucun d'eux ne savait nager. En même temps, ils sont peut-être loin de la mer, sûrement. Puis ils sont peut-être jamais... Voilà, il y en a plein de gens qui ne savent pas nager, même s'ils habitent au bord de la mer. Et donc ils sont descendus, et pareil, l'un après l'autre, mais chacun à leur tour, pareil, ils tombaient dans l'eau, et le courant devait les emmener, et ils sont morts. Donc le premier, il est mort, ensuite sa sœur, elle est morte, ces deux autres frangins qui sont descendus, ils sont morts. On se dit, bon là, on est quand même, il y en a 4, plus la poule qui est toujours pas morte, peut-être elle était noyée, on ne sait pas. Et ensuite, il y a deux fermiers voisins qui viennent aussi, donc ils étaient un peu plus âgés, ceux-là. C'est des adultes assez grands, donc je suppose qu'ils ne donnent pas l'âge. Et qui sont venus pour les aider. Mais eux aussi, en descendant, pareil, le courant les a emmenés, ils sont descendus, ils sont morts aussi. Ils sont morts, et on a retrouvé les corps. Donc ils étaient 6 au final. Donc la ville, ça s'appelle Nazlat Imara. Donc c'est au sud du Caire, à environ 400 km. Et ils ont récupéré 6 corps de gens qui étaient venus récupérer une poule et ensuite se récupérer eux-mêmes les uns après les autres, et ils sont morts. Et par contre, et c'est pas une blague, je vous promets, la poule elle est pas morte, elle est sortie vivante. Ils l'ont récupérée, ils ont sorti 6 corps et la poule est vivante. Là c'est pas drôle du tout, mais c'est impressionnant parce qu'on se dit, bon, pour une poule qui tombe dans un puits, 18 mètres de profondeur, hein. C'est dangereux, un puits, qui c'est qui va vous remonter? Avec 3 cordes, vous remontez, si vous savez pas nager, un problème. Et c'est énorme, 18 mètres, je sais pas si les gens arrivent à comprendre, à voir ce que c'est. Et bah, parce qu'ils sont dans la galère, parce qu'une poule ça avait de la valeur, c'est sûrement ces raisons-là. Et ils auraient pu essayer d'envoyer un filet ou quelque chose, je ne sais pas, mais au bout d'un moment, vous faites comment? Vous dites, il faut, elle se noie, après vous essayez de la récupérer pour pas qu'elle salisse l'eau, qu'elle pourrisse dans l'eau, vous renvoyez un filet ou quoi, mais vous n'allez pas plonger vous. Surtout après les autres qui savent pas nager et descendent. Une fois que le mec est descendu et qu'il est pu remonter, le drame était enclenché. Ils étaient obligés d'aller récupérer leur frère. Et il y a eu ce qu'il y a eu. C'est ça qui est dramatique. Donc là, on n'est pas dans le siphonnage de jerrycan, enfin de réservoirs de poubelles ou de mecs qui ramènent des gens normaux à la place de malades mentaux. Ce genre de choses. On est dans quelque chose où qui achète des VHS pornographiques et puis qui a honte d'encaisser le chèque qui se fait entuber. Là, on est dans la survie pure. Et donc, c'est dramatique. Mais c'est... Bon, il devrait même pas être dans ce classement, dans cette histoire, mais bon, le drame est quand même assez violent, et je pense que c'est notre monde de taré qui nous oblige qui nous rend comme ça pour certaines personnes, où une poule devient une valeur et on risque sa peau pour ça. Une poule ou quelque chose d'équivalent, c'est-à-dire un aliment qui pour beaucoup de gens, bah c'est rien une poule. Vous dites, bah elle est morte, tant pis, hein, je sais, il y a la défense animale, machin, mais une poule dans l'eau, moi une poule, je risque ma peau pour la chercher, je vais pas la chercher, je vous dis franchement. Je lui tends un filet, une perche, je vais essayer de la ramener, mais je vais pas physiquement descendre dans un trou de 18 mètres tout seul, sans savoir si j'en sors ou pas. Je vais pas prendre le risque, hein, je vous le dis clairement. Et les gens qui vont dire, ouais, c'est pas normal, je leur dis, allez-y.
descends dans un trou de 18 mètres, tu vas voir ce que c'est, tu vois rien, tu vas voir la profondeur, tu vas voir comment tu vas remonter avec tes mains avec des cordes toutes pourraves, parce que c'est sûrement ça, avec des poulies toutes rouillées, s'il y en a. Sinon, c'est des trucs bricolés à l'arrache, c'est pas sûr qu'on va te remonter. Hein. Et puis surtout, quand tu vas arriver au fond de l'eau, tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé. Donc les gens qui n'ont jamais vu de puits, qui connaissent pas, je suis sûr qu'ils sont là, ouais, mais non, il faut l'aider la poule. Entre une poule et mourir, mon choix il est fait, je pense. Mais bon, ça c'est personnel. Et donc, pour finir, sur une bonne note, entre guillemets, très très courte, là on retourne en Amérique. Hein. On retourne en Amérique et on arrive du côté, je ne sais pas d'où. Si je vais vous le dire tout de suite, c'est au Texas. Alors, c'est pas précisé la ville, mais c'est au Texas. Bah, lui, c'est un champion. Mais le temps qu'il comprenne que c'est un champion, il était plus parmi nous. Donc, au Texas, février 2000, donc il y a 20 ans, 22 ans. C'était un jeune homme, il voulait jouer à un jeu que tout le monde connaît, qui s'appelle la roulette russe. Sauf que, bon, déjà, jouer à la roulette russe, faut être taré. Hein. Le jeune homme, il a 19 ans. Il dit à ses amis, ouais, je vais jouer à la roulette russe. Qui c'est qui va venir? Il est en train sûrement de picoler ou je ne sais quelle bêtise. Donc il s'est dit, bah, on va jouer à la roulette russe. Ses copains lui disent, mais non, d'accord, mais nous, on veut pas. Il dit, ah, moi je vais jouer. Il était chaud, je sais pas, il avait envie de tenter sa chance sur ce. Il s'est senti peut-être invincible, je sais pas, l'alcool et les drogues aidant. Il s'est dit, je joue à la roulette russe. Personne ne veut le suivre, il n'y a que lui qui veut jouer. Ok, pas de problème. Il tire son flingue, il le met sur sa tempe, et il tire. Et il est mort. Et vous allez me dire, bah ouais, et donc. Sauf que le gars, il n'a pas joué au flingue avec un flingue comme vous voyez, la roulette russe avec un flingue comme vous voyez là. Non, il a joué avec un pistolet semi-automatique. Donc un pistolet semi-automatique, quand vous appuyez, bah, ça part. Il n'y a pas de chambre vide. Donc la première balle qui est dans la chambre, elle part. Il n'y a jamais de chambre vide. Vous ne pouvez pas faire comme avec un barillet comme vous voyez sur la photo. Vous mettez 2-3 balles. Non, un pistolet automatique, chaque fois il y a une balle. Vous mettez le chargeur et il n'y a rien. Il n'y a rien de vide. Il y a toujours une balle qui part. Donc le mec, il a joué. Et il est mort. Il n'a pas eu le temps de comprendre et ses copains, ils devaient être atterrés. Champion du monde, sa vie était très courte, 19 piges. Il a joué un jeu sans réfléchir. Paix à son âme, je ne le connais pas, mais je veux dire, voilà, là, on est au fait, c'est son histoire à ce gars-là. Je pense qu'elle peut être vraiment représentative de notre époque maintenant. C'était il y a plus de 20 ans, mais en fait, on est les mêmes. Hein. On a les mêmes maintenant. On joue à un jeu qui va nous tuer, et on pense qu'on s'en sort, et on s'en rend même pas compte. Donc voilà, on a fini sur cette note drôle, pas drôle, je ne sais pas. Mais dramatique, c'est sûr et certain. En tout cas, voilà, la série se termine ici. Bon, pour ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un format, voilà, j'ai essayé un format. Je pense que voilà, comme je le disais en introduction, j'en resterai là, sauf si vraiment je sens l'envie, puis j'ai un sujet intéressant à commenter rapidement. Mais sinon, je crois que l'affaire est entendue. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Là, on est en vacances pour certains. Passe sanitaire, pas de passe sanitaire, j'en sais rien. Et on verra. De toute façon, ils cherchent toujours à nous contraindre, à nous forcer. À la fin, pour l'idée, c'est la vaccination. Donc, fausse rumeur, vraie fausse vérité avec cette histoire de passe, de contrôle, de machin. Bluff, pas bluff. Sûrement, il y a beaucoup de bluff. Et puis, c'est surtout pour l'incitation que les gens aillent vraiment se faire vacciner. Parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Mais voilà, soyez vigilants. Vivez quand même votre vie. Et puis voilà, faites attention à vous surtout. Et si vous avez des gens qui vous aiment dans votre famille, dans votre vie, dans votre entourage, aimez-les parce que c'est ce qui compte le plus. Je vous promets que les gens les plus malheureux, c'est ceux qui sont seuls. Peu importe leur situation financière, leur situation, tout ce que vous voulez, ils sont les plus malheureux, c'est ceux qui n'ont personne autour d'eux. Une fois que si vous n'avez rien autour de vous dans votre vie, il n'y a plus de vie. On est des gens, je vais parler comme Ribéry, nous on est des gens bien, attention, hein. La roue tourne, elle va tourner, hein, attention. Non, nous sommes des créatures, les humains, pour vivre en groupe. Nous sommes grégaires, nous ne sommes pas solitaires. Et le côté grégaire, il se matérialise par les relations, par le fait d'avoir des gens qui vous aiment d'une manière ou d'une autre, dans tous les sens du terme. Je vous promets que les plus malheureux, ceux qui vivent le moins longtemps et le plus mal, c'est ceux qui sont les plus malheureux parce qu'ils sont seuls. Et je vous promets qu'il n'y a rien de mieux que ça, d'avoir quelqu'un dans votre vie. D'une manière ou d'une autre, peu importe, dans tous les sens du terme, j'entends. Et ça vous aidera à vivre. Et si vous êtes tout seul, posez-vous des questions et essayez de changer les choses. Mais vivez avec des gens vraiment sincères, hein, autour de vous. Ne vous forcez pas à vous dire ouais, je suis avec des gens, mon entourage,
on s'aime faussement, vous savez, les sourires à l'américaine, enfin à l'anglo-saxonne. Ils se font des hugs, vous savez, là, ils se prennent dans les bras. Ah, ils s'aiment, c'est comme s'ils étaient, alors qu'ils en ont rien à foutre, c'est juste de la façade. Ils vous oublient aussi vite. Et ils sont beaucoup, on est dans un monde comme ça, malheureusement. Donc soyez le plus sincère possible avec vous-même et avec les gens qui vous entourent, d'une manière ou d'une autre. Et vous encombrez pas de faire semblant de dire, ouais, j'ai besoin. Vous aimez pas les gens, forcez-vous pas. Hein. Les gens, on les aime naturellement. Que ce soit sa famille, son entourage, ses connaissances. Mais voilà, c'est tout ce qui reste. Soyez le plus franc possible avec vous-même. Et je vous promets que c'est la meilleure des thérapies, c'est d'être franc avec vous-même par rapport à ça, par rapport à la relation avec les autres. Et vous serez immunisé contre tout, en particulier contre la connerie, contre le Covid et contre toutes les maladies et tous les virus qui vont arriver. Et si vous avez en plus la foi, je crois que vous êtes pari XXL, il n'y aura rien qui pourra vous faire vraiment quelque chose. Voilà. Ça va vous chatouiller et ça va glisser au-dessus de vous. Ça vous passera au-dessus. Donc, chers amis, à très bientôt. Si ceux qui partent en vacances et profitez. Profitez, mangez beaucoup de fruits, des légumes, des carottes. Pas la carotte celles qui veulent nous faire manger de force. Des vraies carottes avec de la vraie vitamine. Différentes vitamines, pas que la vitamine C. Orange, tout ce que vous voulez. Mangez, équilibré, mais mangez et profitez. Vivez, souriez, chantez, dansez, parlez. Envoyez chier aussi, ça fait pas de mal et vivez votre vie. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous garde.